Éric Woerth, bonjour. Bonjour. Député Ensemble pour la République de l'Oise, vous avez été, entre autres, président de la Commission des Finances, ministre du Budget, donc on va parler compte public avec vous. On commence quand même par ce fait divers, si j'ose dire. Un député de la France Insoumise arrêté en train d'acheter de la drogue. Vendredi dernier, il a reconnu les faits. Après la démission du député LFI de l'Isère pour affaires sexuelles, ça fait un peu beaucoup, non ? Ça fait beaucoup, oui, ça fait beaucoup. Je pense que LFI s'expliquera sur le choix de ses candidats. Drôle de clientèle quand même. À un moment donné, il y a des députés qui ont tous du talent puisqu'ils ont été élus. Mais enfin, il y a aussi beaucoup d'agressivité. Beaucoup d'agressivité chez LFI. Alors je trouve que ils ont réduit un peu le ton depuis quelques temps. On verra combien de temps ça dure. Je ne sais pas, c'est un simple constat. L'Assemblée ne siège pas depuis assez longtemps pour pouvoir le dire vraiment, mais peut-être change-t-il un peu de comportement. Le comportement sur les 2 dernières années était inacceptable, un comportement où on souhaite que l'Assemblée, au fond, soit transformée en champ de foire. Et ça, c'est pas possible, quelles que soient les convictions qui sont défendues. Elles peuvent pas être défendues avec une telle agressivité et un tel irrespect vis-à-vis des autres. Est-ce qu'il y aurait un effet Front populaire ? Les socialistes sont revenus un peu plus nombreux, ils veulent un jour gouverner, peut-être que ça calme LFI. Ouais, mais aujourd'hui, les socialistes sont quand même sous la tutelle de LFI. Le Front populaire, c'est quand même une machine de guerre en faveur de LFI. Mélenchon domine. Oui, je pense, c'est pas très original de le dire, et il suffit d'interroger Mélenchon pour le voir ou pour l'entendre. Nous, on avait espéré que les socialistes viennent évidemment dans la coalition qui était la nôtre, les sociaux-démocrates, une vision partagée à peu près de la France, une France un peu plus sociale pour d'autres, un peu plus économique pour les uns et pour les autres. Ça avait fonctionné, et ça aurait pu fonctionner, mais ils n'ont pas réussi à s'écarter de l'emprise au fond de LFI. Mais c'est vrai qu'avec le soutien de LFI, il faisait 15 ou 20 députés de plus. Les débats budgétaires ont commencé dans un certain chaos. Déjà, le rejet du volet recettes en commission des finances, un peu de zizanie aussi dans la majorité. Vous qui en avez l'expérience, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on est un moment historique, c'est un terme que j'emploie assez peu, historique au sens où il faut que on réponde dans l'urgence à des dérapages de finances publiques. On expliquera pourquoi ces dérapages, il y a une commission qui le fera, les ministres sortants l'ont expliqué, mais enfin bref, il y a 2 points de PIB, ça parle pas beaucoup, mais enfin c'est beaucoup d'argent, c'est plus de 60 milliards d'euros qu'il faut tenter de résorber pour revenir à une trajectoire soutenable de dette. Donc il y a de l'urgence, il faut trouver des économies à faire, et puis comme c'est pas suffisant, il faut évidemment un peu augmenter les impôts, ce qui est contradictoire par rapport à ce que notamment le président Macron, mais c'est nécessaire. Sarkozy l'avait fait aussi, augmenter les impôts. Mais c'est nécessaire si c'est, comme on dit, temporaire et ciblé. Alors personne ne croit jamais au temporaire, mais en tout cas, je pense que il faut respecter l'engagement de l'État, qui est de dire l'augmentation de l'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises, comme l'augmentation de l'impôt sur le revenu pour les Français les plus aisés, elle n'est que temporaire, et c'est un effort à fournir. Nous les avons trouvés, les 60 milliards. Et on est à ce moment un peu incroyable où on doit résoudre cela, et Michel Barnier s'y emploie, hein. Et puis en même temps, il peut pas faire que ça. On a plein de sujets sur lesquels il faut faire progresser le pays, la santé, l'éducation, mais aussi la décentralisation, comment on répartit un peu mieux le pouvoir, et donc comment on structure un peu mieux la dépense. Tout ça, c'est des sujets. L'autorité, n'en parlons pas, bien sûr qu'il en faut. Donc tout ça, ce sont des sujets qui sont sur la table et qu'il faut traiter. On va parler de la décentralisation. Vous avez rendu un rapport remarqué il y a quelques mois, mais sur ce processus budgétaire, certains disent faut pas traîner, c'est trop le concours Lépine aux augmentations dans tous les sens. Faut faire un 49.3 vite pour avancer. Je pense que le débat doit il a commencé hier et il va se poursuivre. Il faut le poursuivre. Et puis à un moment donné, quand le texte sera suffisamment dénaturé, comme ça a été le cas en commission, il ne ressemblait plus à rien. Il faudra dire stop. Plus à rien, mais il faut dire stop. Oui, ça ne sert plus à rien. Et il faut passer dans ce cas-là très rapidement à l'examen au Sénat, au retour à l'Assemblée nationale. Enfin, il y a des procédures pour ça. Adopter un budget qui permette de nous protéger contre ce dérapage de finances publiques, d'expliquer notamment aux Européens, à nos prêteurs, mais aussi aux Français, que dans les années qui viennent, on va être de plus en plus attentif à la qualité de la dépense publique. Éric Coquerel dit, je les ai trouvés les 60 milliards. J'ai pris dans les poches les plus remplies, des Français les plus riches, eh bien on les a.
Non, mais il y a une irresponsabilité, ou en tout cas une vision de la société qui n'a rien à voir avec la nôtre. Ils ont envie de renverser la table. C'est des révolutionnaires, au fond, au sens le plus classique du terme. Donc ils vont chercher de l'argent là où ils pensent qu'il y en a. Mais en réalité, il y en a partout. Ils vont le chercher partout. Ils vont le chercher sur le logement, sur les propriétaires, sur les locataires. Ils vont le chercher sur les épargnants, sur les actifs, sur les retraités. Enfin, tout est bon. Et en réalité, on est toujours le riche de quelqu'un. Faut se méfier de cela. Toujours le riche de quelqu'un, à quelques centaines d'euros près. La question, elle n'est pas pour les 0,001% les plus riches ou l'extrême pauvreté. Mais la grande majorité, les 98% des Français qui sont dans cette majorité-là, à un moment donné ou à un autre, ils en subiraient les conséquences. Et ce renversement de table, évidemment, il est populiste, évidemment, il est démagogique. On le combat mètre par mètre. Alors, une idée revient dans les débats, rétablir la taxe d'habitation. Et là, on touche aussi à la décentralisation. Certains sont pour. Jean-François Copé, par exemple, ministre du Budget, lui aussi dit, c'est pas une mauvaise idée. J'ai beaucoup de respect pour Jean-François et d'amitié. Vous êtes maire, tous les deux, Copé, vous avez été maire, Meaux et Chantilly. Lui, il l'est toujours. Il est toujours. Mais non, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. On a supprimé, le président de la République a supprimé il y a 2 ans la taxe d'habitation. C'est pas pour la recréer 2 ans après. Ou alors il y a plus de parole politique. Si on veut décrédibiliser complètement la parole politique, elle est déjà pas très vaillante. Il faut pas faire ça. Moi, j'étais contre la suppression de la taxe d'habitation comme un certain nombre, mais elle a été supprimée. Nicolas Sarkozy y avait pensé à un moment donné, lorsqu'il a voulu être de nouveau candidat à l'élection présidentielle. Je lui avais déconseillé de le faire parce que ça finance des collectivités, parce que ça crée un lien financier entre le service public local et celui qui le paye. On a décidé de le supprimer. Si on refait la taxe d'habitation, même en changeant de nom, très créatif, c'est pas très compliqué pour créer des impôts, on est très fort, donc il faut surtout pas le faire. Ce serait de dire mais il y a plus aucune parole politique possible. Mais comment on redonne de l'oxygène ? Mais il faut réfléchir autrement. Il y a des grands impôts nationaux qu'on peut partager, mais qu'on partage pas entre parents et enfants, qu'on partage entre adultes. Ça veut dire une gouvernance des finances publiques locales, ça veut dire des accords, ça veut dire un partage. Par exemple, on pourrait partager la CSG qui va à la sécurité sociale essentiellement, mais qui pourrait financer une partie des dépenses sociales des départements qui n'en peuvent plus. L'aide sociale à l'enfance n'est aujourd'hui quasiment plus financée. Et ça, c'est juste impossible dans un État comme le nôtre de laisser des enfants un peu, mal, pas à la rue, enfin pas loin, en déshérence dans beaucoup de départements parce qu'il n'y a pas les moyens pour le faire. Donc nous devons réagir à tout cela, créer un partage de l'impôt national en fonction des compétences des collectivités locales. Et ça, j'essaie de le décrire totalement. Alors, ce serait quelque chose de très différent, mais ce serait quelque chose qui montrerait que le pays, il est adulte dans le partage du pouvoir entre ce que doivent faire nos collectivités locales, les mairies, les départements, les régions, et ce que doit faire l'État. Vous avez même évoqué l'idée de trouver 120 milliards d'économies. C'est possible ? C'est à peu près ce qu'il faut faire si on veut revenir à un niveau d'endettement supportable. Mais je vais vous dire, ce qui est insoutenable, c'est pas le niveau de la dette. Ce qui est insoutenable, c'est le niveau de la dépense publique. Et la dépense publique, dette n'est que le fruit de la dépense publique. Et la dépense publique, c'est beaucoup la fonction publique, les salaires. Il faut revenir au 1 sur 2. Oui, on avait une époque, j'en avais été l'artisan et Nicolas Sarkozy l'aspirateur. On avait réduit de 150, 170 000 le nombre de fonctionnaires nationaux. On nous l'a beaucoup reproché par la suite, mais c'est ce qu'il fallait faire. Il faut après réorganiser les services, faire en sorte qu'il y ait plus de fonctionnaires sur le terrain et sans doute moins dans les administrations centrales. Oui, c'est ce que je lis et ce que j'entends, et je pense que le Premier ministre a raison. Il faut juste qu'il passe la surmultiplier sur ce genre de choses. Nous n'avons pas le temps. Donc c'est plutôt une chance, au fond, d'avoir de la pression de cette nature. On doit tenter de réinfléchir nos comptes publics parce que c'est notre souveraineté financière et nous devons, c'est issu d'ailleurs d'une protection très forte des Français. Tout le monde était d'accord là-dessus. Je veux dire, la plupart de ceux qui aujourd'hui le reprochent sont ceux qui demandaient plus pour le quoi qu'il en coûte. Plus de dépenses. Donc c'est là-dessus, honnêtement,
C'est bien de chercher des responsabilités, mais enfin, il faut regarder aussi ce qui s'est passé à l'époque. La commission Mais nous devons d'enquête aller va plus loin. aider à voir la clarté. Oui, là-dessus. oui, c'est très bien. Il y a une commission d'enquête. Sur les déficits, les dérapages. J'imagine que LFI a envie d'engager des responsabilités personnelles. Ils vont Ils le faire à montrer procès du de Bruno doigt Le Maire. un tel ou un tel. Le ministre de l'économie et probablement d'autres encore. Mais la question n'est pas là. D'abord, ils avaient réagi. Enfin, on va pas faire la commission avant, et on verra qu'en réalité, c'est la machinerie française qui amène à ça. C'est au fond une machinerie où il n'y a pas de problèmes qui ne peuvent être résolus par des dépenses publiques supplémentaires. Vous savez, l'efficacité de la dépense, l'évaluation de la dépense, tout ça, on en parle depuis des années, c'est des sujets de colloques ou de bouquins, mais c'est rarement des sujets d'action politique. Et bien, il faut le transformer en sujet d'action politique. Et le Parlement ou l'Assemblée nationale doivent être en première ligne là-dessus. Ce n'est pas le cas du tout. Il n'y a pas un parlementaire qui vous parle d'efficacité de la politique publique et qui s'en occupe réellement. Vous restez partisan de la retraite à 65 ans ou c'est pas possible socialement en ce moment? Non, c'est possible. Évidemment que c'est possible. C'est possible si on aménage la société française. Si les entreprises ne changent pas à un moment donné leur regard sur les seniors, sur les seniors, sur les gens qui travaillent plus longtemps, si elles n'aménagent pas de façon très forte les postes de travail, mais plus que ça, les carrières. Les postes de travail sont souvent aménagés, mais ce sont les carrières. Si on n'arrive pas en fait à avoir un regard un peu différent, si on se dit qu'à 55, 58, 60 ans, on n'est pas totalement en dehors des clous professionnels et qu'on a encore des choses à dire ou à donner, si on considère que l'expérience c'est pas complète, ça ne vaut pas rien, et que la jeunesse et l'expérience c'est l'énergie et puis la connaissance, on peut en faire quelque chose de très bien. Mais si on explique ça uniquement sur le plan comptable, ça marche pas. Un mot de politique internationale. Est-ce que vous trouvez que la France mène la bonne politique au Liban? Est-ce qu'on n'est pas trop indulgent? Est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas trop indulgent avec toutes les parties, notamment avec le Hezbollah, pour ménager l'Iran? Il faut aucune indulgence vis-à-vis du Hezbollah, du Hamas. C'est des partis terroristes. Ils ont décidé de mettre fin à l'État d'Israël. On n'entend pas le mot terroriste dans la bouche de Macron quand il parle du Hezbollah. Je pense que la politique française, elle est quand même. Je sais bien qu'Emmanuel Macron est critiqué. J'étais au CRIF à la soirée où son nom a du été 7 sifflé. Octobre. C'était, semble-t-il, assez injuste. Mais moi, mes convictions, elles sont profondes. Il faut évidemment, on ne peut pas laisser perdurer des actions de nature qui conduisent à la disparition de l'État d'Israël. C'est ce qui est le but poursuivi par l'ensemble de ces organisations, soutenues d'ailleurs par des pays. Quand des organisations qui sont toutes seules. Il y a des pays derrière, il y a notamment l'Iran. Il y a des pays derrière. Il y a l'Iran et sans doute d'autres pays. La Russie? Je pense que la Russie joue parfaitement ce rôle, oui. Totalement. On a entendu Jean-Luc Mélenchon dire c'est une erreur d'avoir. C'est un débat contre l'Occident, là. C'est ça qui se joue. J'aimerais dire que non, mais c'est quand même le sentiment qu'on a aujourd'hui, une sorte de modèle occidental qui serait un modèle qui devrait être rayé de la carte. Et Israël est une sorte d'avant-garde pour nous dans ce combat? Oui, c'est l'avant-garde de beaucoup de choses, d'une histoire, c'est l'avant-garde de plein de choses, d'une longue histoire, d'une histoire plus courte, de beaucoup de choses. Ça n'a pas commencé avec l'ONU en 1947. Et de beaucoup de larmes, ça a commencé bien avant. Dans cette position-là, est-ce que ça va être un sujet clé de la présidentielle 2027 ? Les inquiétudes, les peurs sont un sujet clé. On a peur quand on regarde la télévision et qu'on voit ce qui se passe dans le monde. C'est évidemment terriblement inquiétant. Et puis en même temps, on s'aperçoit que notre pays, il avance pas assez vite. Et on voit que l'Europe s'empêtre parfois dans des considérations administratives ou techniques. Donc on a besoin de prendre de la hauteur. On a besoin de respirer plus haut. On a besoin de liberté. Et on a besoin de montrer qu'un modèle de liberté, c'est quand même le meilleur des modèles pour les hommes et les femmes. On en reparlera. Éric Woerth, merci, bonne journée. Merci. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le site